Le 6 juillet 2013, c'est une scène de dévastation qui fait la une des journaux télévisés du monde entier. La modeste ville de Lac-Mégantic, au Québec, est en flammes. Un train transportant 72 wagons-citernes de pétrole a déraillé en centre-ville, provoquant plusieurs incendies et explosions, causant le décès de 47 personnes. Le 5 juillet 2013, le train de la compagnie Montréal Main and Atlantic Railways, ou le MMA2, entre en gare de Nantes, Québec. À son bord, un seul homme, le mécanicien de locomotive Tom Harding. Le train est composé de 5 locomotives, un fourgon spécialisé qui est placé en deuxième position et d'une voiture tampon pour le groupe de traction. Les wagons-citernes transportés par ce groupe sont au nombre de 72. Le tout forme un convoi d'une longueur de 1,4 km. 8 mois plus tôt, le moteur de la locomotive principale avait montré des faiblesses et une méthode rapide et peu coûteuse avait été choisie pour le réparer. Ce qui provoque des contraintes sur le moteur depuis. Harding a pu le constater sur le trajet qui le mène jusqu'à Nantes. Il y a des fuites d'huile, mais on lui a ordonné de ne pas y faire attention. Comme le stipule la réglementation, quand il arrive à Nantes pour la nuit, le mécanicien de locomotive immobilise son train en appliquant les freins sur 10% de sa longueur, soit 7 voitures. Il informe le contrôleur de circulation ferroviaire le plus proche, Richard Labrie, de l'immobilisation de son convoi. De la fumée émane de sa locomotive. Il est contraint de maintenir cette locomotive allumée afin d'alimenter les freins, parce que le MMA2 est garé en pente descendante. Tom se résout quand même à informer le contrôleur du Main, représentant de la compagnie. La décision est prise de laisser le train là et de revisiter le problème avec l'équipe de relève le lendemain matin. Harding effectue aussi un test de ses freins à main afin de vérifier qu'ils peuvent tenir le train seul. Mais durant l'essai, il omet de desserrer les freins pneumatiques. C'est donc persuadé que les freins à main retiendront le train qu'il prend un taxi pour passer la nuit à Lac-Mégantic en contrebas. 10 minutes plus tard, aux environs de 23h40, le 911 reçoit un appel leur signalant un incendie dans un train en gare de Nantes. Les pompiers arrivent sur place. Comme le veut la réglementation, ils éteignent la locomotive encore en marche, afin de couper l'alimentation en huile de l'incendie. Ils parviennent à maîtriser les flammes. Un employé de la MMA est envoyé sur place pour faire un état des lieux. Le train est déclaré sécurisé et tout le monde repart sans réactiver la locomotive. Les freins pneumatiques ne sont alors plus alimentés en air et les freins à main sont les seuls qui retiennent le train. Une heure après s'être retrouvé tout seul et sans surveillance dans la gare de Nantes, le MMA2 perd de la pression dans ses freins. Le convoi commence à bouger sans que personne ne s'en rende compte. Quelques minutes avant 1h du matin, le 6 juillet, un chauffeur de taxi s'arrête à un passage à niveau alors que celui-ci se referme. Il voit alors passer un train à grande vitesse, toute lumière éteinte, les roues faisant des étincelles. C'est dépourvu de frein que le convoi dévale la pente qui sépare Nantes de Lac-Mégantic. Le MMA2 franchira 13 passages à niveau, tout en gagnant de plus en plus en vitesse. En arrivant à un embranchement au centre-ville, une partie non négligeable du convoi déraille. Bien que le groupe de traction soit parvenu à traverser l'embranchement, une rupture se produit au niveau de la 4e voiture-citerne. Celle-ci déraille et emporte avec elle toutes celles qui la suivent, sauf les 9 dernières. Le groupe de traction, libéré de sa charge par le choc, a continué à avancer avant de s'arrêter plus loin. Les habitants de Lac-Mégantic sont pour la plupart réveillés par le bruit d'un crash assourdissant suivi d'une série d'explosions. Tom Harding est parmi ceux qui tentent d'aider. Il ignore alors que son train a provoqué cette destruction. Mais les habitants comprennent vite qu'il s'agit bien d'un convoi. Cela fait des années qu'ils sonnent la sonnette d'alarme sur le passage incessant de trains de plus en plus longs chargés de marchandises volatiles. Ces convois posent un danger en passant au cœur de leur modeste ville. Mais cette nuit-là, la confusion et l'horreur règnent. Tom Harding est même celui qui prévient Richard Labrie de l'incendie qui sévit à Lac-Mégantic lors d'un appel téléphonique. C'est alors une scène de dévastation sans précédent qui se déroule sous ses yeux. Everything's on fire from the church all the way down to the metro, from the river all the way to the railway tracks. Planes, RJ, are 200 feet high. It's incredible. You can't believe it here.
L'homme refuse à ce moment-là d'admettre que son train en est la cause, ou même que ce puisse être le MMA 1 en gare de Vachon. Ce sont quelques 1000 pompiers qui seront dépêchés sur place. 2000 personnes seront évacuées. Le sinistre, dont l'ampleur ne sera réellement connue que dans les jours qui suivent, causera la mort de 47 personnes et la destruction de 40 bâtiments, mais aussi de 54 véhicules. La nature des produits qui se déversent des wagons-citernes rend le feu compliqué à maîtriser. Le pétrole liquide s'infiltre dans les égouts, formant des flaques et des rivières inflammables. Des incendies se déclarent dans les jardins, les parkings et les caves à proximité. Au milieu de tout ça se trouve Harding et les autorités tentant de comprendre ce qui s'est passé dans le chaos. C'est à 2h29 du matin que Richard Labrie apprend par le dispatcher de la compagnie de taxi locale que l'un de ses chauffeurs a vu le train de Nantes dévaler la pente. Quelques minutes plus tard, la gare de Nantes confirme que le train n'est plus là. Labrie informe alors Harding que c'est bien son train qui a causé tout ça. L'homme est incrédule et sous le choc. It's your train that rolled down? No, Yes, sir. no, RJ. Yes, sir. Holy. Il était persuadé que son train était stable, comme l'indiquent les enregistrements des appels téléphoniques que les deux hommes se sont échangés cette nuit-là. And it was secure, RJ, when I left. Yeah, Secure. How in the did that thing roll down, RJ? I don't know. How many brakes did you put on? The units, the DB, and the first car, 7 brakes. Dès le lendemain de la catastrophe, les accusations fusent. La direction générale de la MMA accuse très vite Tom Harding et le rend responsable de la situation. Mais les familles de victimes ne sont pas dupes. Elles estiment qu'un seul homme ne peut pas être responsable de tout ça et remet vite en doute le fait qu'il était tout seul pour exploiter un train aussi long. C'était environ son 20e voyage en exploitant seul à bord du MMA 2. Il n'y avait pas réellement de formation pour les exploitants seuls et leur entraînement est basé sur une équipe de 2. Harding a dû s'adapter. De plus, pour ce qui est des freins, on lui a reproché de ne pas avoir activé assez de freins indépendants. Ceux-ci ne nécessitent pas l'allumage de la locomotive. Mais s'il avait fallu pour lui activer tous les freins, ou au moins sur une plus vaste portion du train, cela lui aurait pris pas mal de temps et d'efforts physiques. Chaque voiture est dotée d'un frein indépendant qui demande au minimum 3 minutes d'effort physique intense pour être activé. Il y avait 72 wagons-citernes, sur une longueur de plus d'1 kilomètre. Tom Harding venait de finir un quart de 12 heures, ce qui, selon la réglementation de la MMA, était la limite. Il reconnaîtra plus tard avoir été négligent et ne pas avoir activé assez de freins. Pourtant, il a respecté les protocoles imposés. Tom Harding, mécanicien de locomotive, se retrouve quand même sur le banc des accusés pour homicide involontaire. Il est rejoint par Richard Labrie, contrôleur de la circulation ferroviaire, et Jean Demaître, directeur de l'exploitation de MMA au Québec au moment de l'incident. Ils sont vus comme des boucs émissaires par les habitants de Lac-Mégantic qui soutiennent les 3 hommes et aimeraient voir les instances dirigeantes de la MMA à leur place. Un jury, après 9 jours de délibération, les acquittera. Le rapport d'enquête ferroviaire R13D0054 du Bureau de la sécurité des transports du Canada, disponible au public en anglais et en français, a tiré plusieurs conclusions. La MMA ne fournissait pas de formation suffisante à ses employés et fermait les yeux sur plusieurs manquements à la sécurité, notamment les réparations à la va-vite qui ont conduit à l'incendie en gare de Nantes. Ils n'écoutent pas non plus leurs employés qui leur signalent ces manquements et certains même étaient menacés de licenciement. Ce qui fut mis en avant est le fait que pour assister les pompiers avant le drame, ils ont envoyé des employés non qualifiés et quand Harding s'est lui-même proposé de revenir à Nantes pour inspecter le train après l'incendie, on lui a dit non, que ce n'était pas nécessaire. La bourgade de Lac-Mégantic s'est reconstruite, mais 12 ans après le drame, ils espèrent encore que la MMA, ou même que la Canadian Pacific Railways, exploitante de la MMA, soit un jour tenue responsable de ce sinistre. Ils sont toutefois soulagés que les 3 hommes accusés aient été relaxés.